Je disais à ma femme, non, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de m'amuser. Les autres sont morts, je n'ai pas le droit. On me demande souvent quelle est la chose la plus difficile de vivre avec un mort sur la conscience. Ben, la chose la plus difficile, c'est de l'accepter. Et à chaque fois que je repasse devant chez eux, j'ai tout le temps l'impression d'être un coupable et même si tout va bien en apparence, et ben, j'y pense tout le temps. Xavier Léoté, Bertrand Parent, Antoine ont tué sans le vouloir. Un homicide involontaire qui peut toucher n'importe qui, n'importe où. Pour les familles des victimes, les dégâts sont irréparables. Pour ceux qui se retrouvent sur le banc des accusés, c'est une vie qui bascule. C'est un homme face à l'immensité de ses émotions. Un homme ravagé par la culpabilité que la justice a reconnu coupable du décès de 8 marins. 1er octobre 2000. Ce chalutier français, l'Anorian, sombre au large des côtes irlandaises. Accroché à une bouée avec 2 autres naufragés, Xavier Léoté, le capitaine, tente de sauver ses compagnons, mais les voit disparaître, un par un. Plus vous attendez, plus vous vous refroidissez, plus les gens meurent autour de vous. Et là, vous vivez le drame dans sa force extrême, quoi, dans votre désespoir. Vous passez par des stades de haine, de pleurs, d'espérance qu'on vient de vous chercher aussi. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. On a peur de mourir aussi, hein. On ne sait pas ce que ça va être la souffrance de se noyer. Moi, je sais que je n'avais pas forcément la volonté de vouloir survivre. Quand vous voyez votre équipage partir, immanquablement, vous vous dites que vous avez failli quand même dans votre devoir, celui de capitaine, celui de sauver les gens et puis d'être leur sécurité avant tout. Vous êtes le seul maître à bord. Donc quand vous êtes comme ça, avoir perdu votre bateau et votre équipage, il n'y a plus de raison de rester non plus. Au bout de 4 heures, dans une mer déchaînée, enfin les secours. Sur les 11 membres d'équipage, il n'y a que 3 survivants. Ce que j'ai vécu le plus dur dans ce moment-là, c'est une fois dans l'hélicoptère que le pilote vous demande, ou les gens qui sont là vous demandent, est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre? Et que vous êtes obligé de leur dire non, et que l'hélicoptère fait demi-tour. Là, c'est le moment le plus fort. Vous les laissez, vous savez que vous les laissez derrière vous. C'est ça qui est... Et il y a une chose que je pensais aussi, c'est à ma fille. Elle n'était pas née. Et ma femme était enceinte. Et une chose bête, je me disais, elle aura quelque chose de moi, je vais partir, mais elle aura quelque chose de moi qui restera. C'était quelque chose que j'ai pensé. À la suite de ce drame, la justice s'interroge sur les raisons du naufrage. La structure du chalutier est en cause, certains l'appelaient d'ailleurs un faiseur de veuves. Mais une vague s'est aussi engouffrée par une porte restée ouverte, participant à l'instabilité du navire. En tant que capitaine, Xavier Léoté est donc responsable et accusé d'homicide involontaire au même titre que l'armateur. À l'époque, sa femme Annie est enceinte, elle suit les informations à la télévision et ne se doute pas de l'ampleur de ce qui vient d'arriver. On est allé aux obsèques des marins et donc on était dans l'église. Et il y avait les couronnes, les gerbes, les plaques. Et c'était comme un déclic en fait. Je lisais les noms et là j'ai réalisé qu'il n'y avait pas celui de Xavier.
Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, alors qu'il était à côté de moi, je l'ai regardé, j'ai réalisé que lui était là et pas sur les plaques. Et vous vous êtes dit, homicide involontaire, ça va être la catastrophe? Bah, quand on n'a jamais été confronté à la justice, on ne réalise pas trop ce que ça veut dire homicide involontaire. On se dit non, c'est pas un homicide, c'est un accident. On a plutôt tendance à se dire ça. L'accident, la justice n'y croit pas et Xavier Lehoté se retrouve confronté à la réalité. Victime, mais surtout coupable face au regard des autres. J'ai eu fois ce sentiment-là où les gens se disaient il est vivant, il est heureux. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Moi, avec mon épouse, on avait vécu des drames, de la dépression de ma femme aussi. On a tout vendu, on a perdu notre maison, mais c'est rien, c'est que des valeurs pécuniaires. Plein d'argent n'est pas mortel, on s'en fiche. Mais il en ressort cet aspect-là où tout de suite vous n'êtes plus un naufragé, vous n'êtes pas quelqu'un qui a souffert, qui a vu la mort, qui a pleuré à voir les autres mourir. Vous êtes un coupable, systématiquement. En décembre 2007, Xavier Lehoté se rend à la cour d'appel de Rennes en compagnie de sa femme et de son avocat. En première instance, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Cette décision provoque alors la colère des familles des victimes. Moi, je shoot quelqu'un en bagnole, je pars en tôle dans la foulée. Ce mec-là, il a tué 8 personnes, on lui fait rien du tout. Ouais, faut arrêter, quoi. Je suis écœurée, je sais même plus que dire, tellement... Xavier est sensible à la douleur des familles, mais conteste avoir effectué une quelconque erreur qui aurait entraîné la mort des marins. C'est pourquoi il fait appel de sa condamnation. Lors de ce procès en 2007, Annie, la femme de Xavier, est toujours à ses côtés. À l'époque du naufrage, elle a 30 ans et lui 38. Jeunes mariés, ils aspirent à une vie insouciante. Il y a le quotidien, gérer Xavier, qui au départ n'est pas reparti en mer tout de suite. Donc on se dit à quoi il pense. On est en train de faire ses courses, mais on pense que son mari est seul à la maison, qu'il n'est pas vraiment en forme. Et quand on revient, il n'est pas là. Il a mis les bottes, il est parti se promener. 1 heure, 2 heures, pas de nouvelles, on se demande ce qu'il fait, on sait qu'il va pas bien. Moi aussi, j'ai perdu mon mari dans l'accident. L'enveloppe est restée la même, mais l'intérieur, je ne l'ai jamais retrouvé. Les premières années, je ne voulais pas sortir. Je disais à la femme, non, je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de m'amuser. Les autres sont morts, je n'ai pas le droit de l'anniversaire du naufrage. 1er octobre, la première année, je disais à ma femme, j'ai 1 an. J'ai une vie qui commence après. Il y avait avant l'Anne-Orient, il y a après l'Anne-Orient. La deuxième année, j'ai 2 ans aujourd'hui. J'ai 3 ans, et ainsi de suite. Mais ça revient toujours au même problème. Ils sont partis quand même. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter? J'ai pas trouvé la solution miracle. J'ai pas trouvé. Suite au naufrage, Xavier et Annie déménagent en raison de la pression et des menaces. La tragédie dévore peu à peu le couple et sème même le doute dans l'esprit de Tess, leur fille. Moi, je pensais que tu avais tué quelqu'un. Et pourquoi? Parce qu'il y avait plein de monde qui pleurait et tout. Ouais. Il y avait des gens qui t'insultaient à moitié. Je pensais que tu avais fait une grosse bêtise. Ouais. Mais après, comme vous me l'avez dit, je pensais tout le contraire et je pensais que c'était pas de ta faute. On vous insulte, il y a les choses que vous lisez à droite, à gauche, il y a des gens qui n'y étaient pas mais qui polémiquent à tout va parce qu'ils savent mieux que vous comment ça s'est passé. Ça fait mal et puis à côté de ça, faut pas vous plaindre parce que vous êtes vivant, vous avez votre enfant, vous avez votre mari. Le jugement des autres, ça nous a anéantis. La très grande majorité des homicides involontaires se passe en bas de chez nous. Sur les routes de France, une personne meurt toutes les 2 heures.
Bertrand Parent a eu le courage d'écrire un livre sur son vécu. Une partie des bénéfices des ventes est reversée à la Ligue contre les violences routières. Le titre est très provocateur. Un jour sur la route, j'ai tué un homme. Depuis, ce journaliste parcourt la France pour y raconter son histoire. Même si c'est un homicide involontaire, évidemment qu'il est involontaire, heureusement qu'il est involontaire, mais vous l'avez fait, c'est quelque chose que vous avez fait. Et je ne l'ai jamais repoussé en tant que responsabilité et en tant que culpabilité, mais aujourd'hui, cette culpabilité, je l'ai transformée. Et en faisant ce que je fais aujourd'hui, c'est pas qu'elle est plus légère, c'est que moi, je me dis, elle sert à quelque chose. Et on me demande souvent, quelle est la chose la plus difficile de vivre avec un mort sur la conscience? La chose la plus difficile, c'est de l'accepter. Cet homicide involontaire, cela fait peu de temps que Bertrand Parent réussit à en parler. Pourtant, l'accident date d'octobre 85. Bertrand a 20 ans, il n'a pas bu, mais effectue un dépassement dangereux sur une route mouillée. Une voiture surgit, le choc est frontal. Le conducteur d'en face meurt sur le coup et en une fraction de seconde, Bertrand devient, sans le vouloir, un meurtrier. Condamné à 2 mois de prison avec sursis, 1 500 francs d'amende et 16 mois de retrait de permis pour homicide involontaire, il tente d'enfouir ses souvenirs, mais en 2010, il décide de parler de l'accident et écrit son livre. J'ai fait une erreur en bagnole. J'ai fait une erreur et cette erreur, elle a coûté quelque chose d'irréparable. C'est la vie d'un homme. On ne réalise pas, c'est-à-dire que les jours qui suivent, il y a une espèce d'effondrement psychologique qui est terrible. Et ce qui est difficile aussi, c'est de montrer sa souffrance et d'en parler. Parce qu'on sait que notre souffrance, elle est évidemment rien à côté de la souffrance qu'on a infligée. La souffrance de la famille de la personne qui est décédée. Et on se dit, toi, t'es encore bien vivant. Voilà, donc ne te lamente pas. Et à un moment où je pense qu'il faut en parler, je pense qu'à un moment où il faut se libérer. J'ai des messages notamment de gens qui ont connu des drames sur la route et pour qui donc c'était difficile ne serait-ce que de m'écouter, puisque moi je suis quelqu'un qui a tué quelqu'un et donc ça leur rappelle des choses difficiles et qui après ensuite m'ont écrit des messages incroyables parce qu'ils me donnent beaucoup de force, parce qu'ils me disent bravo et merci de l'avoir fait parce que ça leur a fait du bien. Aujourd'hui, Bertrand Parent se rend à Orléans, au centre de formation d'apprentis du Loiret. Son intervention se fait dans le cadre d'une journée pour la sécurité routière. Ici, la plupart des jeunes sont en âge de conduire. Ah, c'est kiffant. Oh, chambé. Les gars, c'est un choc à 5-7 km/h. Ah ouais, ça fait mal. Imaginez 50, 90, 130, les dégâts qui peuvent être occasionnés derrière. Pour raconter son histoire, Bertrand Parent n'est pas du genre à éviter les mots qui choquent. Vous avez souvent l'habitude de voir des familles de victimes ou des victimes de la route, et moi, au contraire, je suis un auteur d'un accident. Donc quand j'avais 20 ans, donc à peu près votre âge, il y a longtemps, en 1985, j'ai eu un accident sur une petite route un soir où j'ai tué quelqu'un. C'est compliqué à 20 ans de vivre avec ce genre de choses. Il y a une espèce de poids qui s'écroule sur vous, une culpabilité qui s'écroule sur vous qu'on ne mesure pas. Et vous savez qu'une seconde suffit à basculer dans le drame. Donc en face, dans la voiture, il y avait 2 personnes. Il y avait un jeune homme de 28 ans qui est mort sur le coup. Si tu veux sortir? Ouais, je t'en prie. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Merci. C'est... Il y a 11 personnes qui meurent tous les jours sur les routes en France. Donc vous voyez, ça nous concerne tous. J'ai perdu ma meilleure amie dans un accident de voiture. Et elle avait que 19 ans, c'est son copain qui l'a tuée. Il est sorti indemne de cet accident et elle n'a pas survécu au choc. Et ça, je m'y fais pas, j'y crois pas à sa mort, je veux pas y croire. C'est vrai que d'entendre des témoignages comme ça peut que m'aider, mais c'est très très dur. Un autre jeune, Antoine, a quitté lui aussi la salle.
Il y a un mois, il a commis un accident mortel, 3 jours seulement après avoir obtenu son permis de conduire. Il a tué une cycliste, mère d'une petite fille de 4 ans. Est-ce que tu as honte? Oui. Oui. Parce que on se dit que c'est pas possible. On se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Pourquoi nous? C'est des choses qu'on n'est pas assez prévenu là-dessus. Et on peut jamais s'en rendre compte jusqu'à temps que ça nous arrive. Parce que ça engendre plein de choses derrière. Surtout quand c'est quelqu'un de son village qu'on connaît par cœur, que tout le monde nous connaît. Tu en as parlé à toute ta classe? Oui, pour leur dire. Comme ils étaient tous au courant, il n'y avait pas d'histoire. Et comment ils ont réagi? Assez bien. Assez bien? Oui. Ils ont compris. On a parlé en classe, ça reste en classe et entre nous. On remet jamais le sujet à vif, quoi. C'est bon, ça s'est passé, maintenant il est là pour vivre, on est là pour le soutenir et voilà. Il avait 3 jours de permis, il a eu un accident mortel malheureusement. Je pense que ça sert de leçon à tout le monde et nous, c'est pas le but à nous de le rabaisser ni de le juger par rapport à ça, puisque ça peut arriver à n'importe qui. Antoine a demandé à rencontrer Bertrand Parent. À 18 ans, il ne sait pas comment soulager l'immense poids qui l'accable. Raconte-moi. Ça s'est passé il y a un mois. C'est quelqu'un qui habite dans mon village, enfin qui était en week-end chez ses parents, qui me connaissent. T'es allé les voir? Ils veulent me rencontrer. Alors mon père leur a dit de venir quand ils voulaient. Pour l'instant, ils ne sont pas encore venus, je comprends. Vas-y, sinon. Mais j'ose pas. Tu peux leur écrire une lettre si tu veux pas les voir ou si tu préfères attendre qu'ils viennent te voir. Tu peux aussi faire ça parce que tu sais, c'est des gestes qui sont importants pour eux. Mais c'est pas facile, hein. Je sais pas si t'as tout écouté, mais en fait, ma mère m'a emmené le lendemain chez les parents du gars que j'avais tué et je l'ai complètement oublié. Je m'en souviens plus d'image. Je suis rentré chez eux, je suis resté un quart d'heure, je suis reparti, Mathilde, donc j'ai dû bredouiller des excuses et serrer la main, tu vois. Mais je la remercie d'avoir fait ça. Et bien sûr que t'es un gars bien. Et c'est dur, hein, je sais que c'est dur, mais je pense que ça les aidera. Et t'es courageux, ça va te servir, c'est bien. Tandis que Bertrand Parent réconforte Antoine, dans une salle de cours située dans le même couloir, un autre homme raconte lui aussi sa tragédie suite à un accident de la route. Mais la situation de Tony Brignon, un ancien policier de la BAC, est bien différente. Il est père d'un garçon tué à l'âge de 17 ans par un camion le 22 novembre 2002. Je suis le président de l'association Tonyman La Route Tue. Pourquoi l'association? Pourquoi je l'ai créée? D'abord, la mort de mon fils, évidemment. Tonyman, c'était le surnom d'Anthony. Ses copains et ses copines l'appelaient comme ça. Et aussi parce que ma famille a payé un tribut particulièrement lourd à la route. Elias, mon beau-père, il a été tué par un chauffard, un jeune chauffard, un jeune homme qui venait d'avoir son permis et qui roulait beaucoup trop vite. Mon beau-père avait encore 4 enfants à charge, donc sa mort a laissé derrière lui des orphelins et une situation de famille particulièrement compliquée. Tout ça pourquoi? À cause de la vitesse. En 2002, c'est ma belle-sœur, ici. Elle est la seule, Benita, à être encore vivante aujourd'hui, sauf que lourdement handicapée, avec des séquelles neurologiques irréversibles. Au moment de son accident, elle était maman d'une petite fille de 3 ans, Sylvia. Et à l'heure où nous discutons, elle ne sait même pas qu'elle est maman d'une petite fille qui aujourd'hui a 14 ans. D'un côté, celui qui a tué sur la route, de l'autre, le père d'une victime. Au-delà de leur drame, les 2 hommes se rencontrent. Alors moi, quand j'avais 20 balais, donc j'ai eu un accident de la route et j'ai tué un mec. La personne qui a décédé, quel âge? C'est un jeune, c'est un père de famille? 28 ans. 28 ans. Il est avec sa petite amie dans la bagnole et la petite amie, je la connais. C'est dans une petite ville, c'est ma ville natale et je la connais. Je ne le connais pas lui, mais je la connais. Voilà. Ce qui est dur, hein, ça va te paraître, par rapport à toi, c'est rien, mais c'est justement pour ça que, comme on sait la souffrance qu'on a infligée en face, tu vois, on a honte de reconnaître notre propre souffrance. Donc tu te tais, tu t'enterres. Voilà. Le fait que t'en parles, moi je trouve que c'est... Franchement, je n'irais pas dire admiratif, c'est pas le mot qui convient, mais je trouve que c'est bien de le faire.
parce que ça c'est ce qu'on voit, quasi 100% des gens qui sont impliqués, ou en tout cas présumés, on va dire, responsables d'un accident mortel, n'ont pas de contact avec les familles, ne s'excusent pas, ne reconnaissent pas. Et je vais même aller au-delà, moi, pour les affaires comme ça qui terminent devant les tribunaux correctionnels, les auteurs se victimisent. Ouais, c'est extrêmement... Ouais, c'est dur pour les ça, familles. c'est terrible. Les familles ne demandent pas forcément que les gens passent le reste de leur vie en prison. C'est pas l'objet. Ça n'a jamais été demandé. C'est au moins la reconnaissance. La reconnaissance du statut de victime, qu'on dise à la personne qui s'est rendue responsable, comme on a dû te dire à toi, monsieur, vous avez fait une bêtise au volant, vous êtes responsable de la mort d'un être humain. Déjà ça, rien que ça déjà, c'est une question de dignité aussi. Oui. Si les auteurs d'homicides involontaires semblent insensibles aux yeux des familles de victimes, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas comment assumer leurs actes. Lors de son procès en décembre 2007, Xavier Lautet est submergé par la souffrance des familles des 8 marins qui ont perdu la vie. Et dans sa tourmente intérieure, il semble oublier ce qu'endure Durani. J'étais plus moi, j'étais la femme de celui qui a tué 8 personnes. C'était ça en fait. Et comme j'étais sa femme, je faisais partie du lot des coupables. Ça vient du fait que le bateau était retourné. J'étais seule. Xavier était à la barre, à gauche. C'était immuable. Les familles sur la gauche et moi toute seule sur la droite. Avec un couple d'amis que je ne remercierai jamais assez, parce que dans ces cas-là, les amis, vous les comptez, hein, vous vous rendez compte, mis en examen pour homicide involontaire, ça fait tâche. À la suspension d'audience, Xavier Lautet est interpellé par la famille des victimes. Seuls 3 marins ont survécu. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Je l'ai dit, la vérité. C'est pas possible que tu as fait monter les gars sur la passerelle. Il n'y a pas un qui a pris un gilet de sauvetage? Non. Là, je te crois pas. Mais parce que ça allait trop vite, monsieur Vallet. Ça allait trop vite. Demandez à Damasio, demandez aux 2 autres qui étaient là. Quand vous avez le temps d'aller réveiller le second, mais les gars, de ne pas mettre leur gilet de sauvetage, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y ai pensé. Mais j'aurais dans ma tête aujourd'hui leur condamnation à mort. Vous comprenez? Parce que je savais que le bateau allait chavirer à ce moment-là. Et qu'il n'en avait plus le temps de rien faire. Moi-même, j'avais ma condition de survie dans la passerelle, à 2 mètres de moi. C'est le manque de temps qui nous a manqué. Je comprends aussi les familles dans leur volonté d'attribuer la mort de leurs proches à quelqu'un, parce que je pense que dans leur tête aussi, il faut un coupable, hein, c'est ça, pour faire le deuil. Peut-être plus facile, si plus facile, bon, allez, après tout. Pourquoi pas? Et j'avais pas envie de me suicider ce jour-là. Moi, je vis avec ça aussi, hein, d'être aux yeux de toutes ces familles un criminel. Parce que dans leur tête, c'est un peu ça. Et ça, c'est lourd, ça, c'est dur. J'ai eu parfois envie de parler à ces gens, mais j'ai jamais pu. J'ai jamais pu parce que les regards me faisaient peur. Parce que je me disais quelles vont être leurs réactions. Est-ce qu'ils vont m'agresser? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont accepter que je leur parle? J'aurais voulu dire, par exemple, aux gens, votre mari, votre frère, votre père, votre fils est mort, comme ça. En homme, ils sont tous morts bravement. Mais c'est dur à dire. Mais voilà, j'aurais voulu qu'on soit ensemble pour en parler, pour même les emmener. Moi, je suis retourné combien de fois sur le bateau où je le détectais sur mes sondeurs et que j'arrêtais mon bateau pour faire une prière, mais seul. Et ça, c'est dur. J'aurais bien voulu que les familles les emmener. Je me proposais à mon armateur à un moment de les emmener, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Durant le procès de 2007, c'est un Xavier Lautet abattu qui s'affiche face aux familles des victimes.
Les mots qu'il a sur le cœur ne sortent plus. Son avocat, Gilbert Collard, parle pour lui. Monsieur le Président, la mort, pendant 4 heures, dans cette nuit froide, il l'a vue en face. Sa faute n'est-elle pas finalement d'avoir survécu? Ce qui est réellement le plus insupportable pour lui, c'est qu'il ne peut pas survivre avec l'idée qu'il ait contribué à la mort de ses compagnons. Et ce n'est pas parce qu'il a survécu qu'il doit assumer une responsabilité qui n'est pas la sienne. Il y a encore certaines nuits, dans ses cauchemars, à se débattre au milieu des flots. Et il y a des cris que vous n'entendez pas, que vous n'entendez pas, que je n'entends pas, mais que lui continue à entendre. Et il est le seul. Le seul. À l'issue de ce procès, Xavier Léoté est à nouveau condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour homicide involontaire. Aujourd'hui, Xavier et Annie s'aiment encore, mais 13 ans de combat ont fait vaciller la flamme. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui vous est soit agréable, soit désagréable de... Désagréable, il y en a pas mal. Il y en a plus de désagréable que d'agréable. Peut-être pas quand même. Oui, c'est le plus désagréable pour toi. Les disputes, les divorces. Ouais. Bah oui, je crois que c'est le point final de l'histoire. Hein? Ouais, bah oui. On clôt le dossier. Hein. L'épilogue. L'épilogue. La haine que j'ai dans le ventre, c'est de pas les avoir ramenés. Hein. Les mecs, je vous ai sauvé la vie, là. Vous êtes là, c'est bon, bateau à couler, on s'en fout. On s'en fout. Et tout le monde rentre à la maison. C'est ça qui est terrible. Parce que regarder les gens mourir sans pouvoir rien faire, c'est terrible. C'est terrible. Xavier Léoté vit désormais avec ses fantômes et Antoine avec sa culpabilité. 3 mois après qu'il l'ait tué involontairement sur la route, il a décidé d'écrire à la famille de sa victime. Pour trouver les mots, il a fait appel à ses meilleurs soutiens, ses camarades de classe et ses professeurs. On aurait voulu savoir les raisons qui te poussent à rédiger cette lettre. Qu'est-ce que tu attends de cette lettre? De leur dire que je suis vraiment désolé. Que je les remercie. De ne pas m'avoir accusé. Et j'arrive pas à m'empêcher de penser à sa fille qui est derrière. Et à chaque fois que je repasse devant chez eux, j'ai tout le temps l'impression d'être un coupable et même si tout va bien en apparence, j'y pense tout le temps. Cette lettre, c'est le premier contact oui. réel entre deux doigts. Oui. D'accord. Ça peut être aussi important pour eux oui. de savoir qu'ils ont en face quelqu'un qui assume ses actes et qui en oui, a... totalement. Qui en a conscience, c'est énorme. Et les autres, alors, si vous étiez amené à recevoir une lettre Moi, je suis dans le même cas, mais les gens n'ont jamais cherché à joindre ma mère qui a eu un accident. Et je trouve que ce qu'Antoine fait, c'est très bien. Et toi, voilà, par exemple, toi, à la place de victime, toi, tu veux qu'il paye un maximum, quoi. Bah, tu vois, oui, c'est tout à fait compréhensible. Il aurait fait oui, c'est pas les mêmes circonstances. Il aurait fait la même démarche que toi, tu es en train de faire. Peut-être que ça nous aurait soulagés. Oui, déjà, tu aurais mieux compris, déjà. Parce que quand j'en parle avec mes parents, mon père ne veut même pas entendre parler de la personne qui a fait l'accident.
Comment on pourrait tourner ça? Faire avec des mots simples et... Enfin, s'il m'arrivait un truc comme ça, si j'étais les parents, moi, je voudrais pas qu'on me... Ouais, vraiment qu'on remue le couteau dans la plaie. Quand ils vont lire ta lettre, est-ce que tu as peur de ce qu'ils vont ressentir quand ils vont la lire? Oui, forcément, parce que j'ai pas envie qu'ils réagissent mal, que ce soit pire, tu vois, que ce que c'est actuellement. Il faut se mettre des deux côtés de sa douleur à lui, mais aussi de la douleur aux parents de la victime. C'est pas les mêmes douleurs. Moi, d'accord, ça m'a changé ma vie, mais je veux dire, je pourrais toujours faire ce que un hobby, un rêve, qu'eux, ils se retrouvent avec une petite fille sur les bras, ils n'ont rien demandé, et eux, par contre, ça leur change totalement leur vie. Tu n'auras peut-être pas forcément de réponse. Ah non, non, j'en attends pas derrière. Préparé à ça, voilà. J'en attends pas derrière. Tu vois. À vous. Je vous écris cette lettre pour m'excuser. Je comprends votre peine et votre souffrance face à ce drame qui bouleverse votre vie. Les conséquences sont lourdes à admettre, mais je les assume. Je ne peux m'empêcher de penser à ce jour qui m'obsède et qui me rend coupable. Le malheur auquel je suis confronté, qui pour moi est dur à surmonter, ne sera jamais égal au vôtre. Je tiens sincèrement à m'excuser et vous suis reconnaissant de ne pas m'avoir fermé les portes, de ne pas m'avoir jugé à tort et trop vite. Si vous souhaitez un jour me rencontrer, sachez que je ne refuserai pas. Je serai soulagé de pouvoir partager nos peines. Antoine. Antoine a reçu une réponse quelques jours après l'envoi de cette lettre. La famille de la victime lui pardonne et doit bientôt le rencontrer.